Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce conseil municipal en nombre un peu restreint, malheureusement. Je vais commencer par l'appel, sachant qu'aussi, on va avoir besoin d'un secrétaire de séance. Et si c'est possible, je pense que ce serait intéressant que ce soit systématiquement quelqu'un des minorités qui soit secrétaire de séance. Donc, je ne sais pas si l'un ou l'une parmi vous, voilà, vous avez le temps de l'appel pour y réfléchir. Donc, on va démarrer. Donc, Claire Masson, OK. Pierrick Kergosien. Présent. Marie Lecrome. Jean-François Guillemet. Présent. Adeline Fernandez. Tanguy Cheval. Présent. Alors, Myriam Devin a dû donner son pouvoir à Tanguy Cheval. Benoît Leroll. Présent. Marie Dubois. Présent. Julien Bastide. Présent. Chantal Simon. Présent. Françoise Fior a dû donner un pouvoir à M. Kergosien. Nathalie Guémy à Madame Simon, Monsieur Sauvageau à Monsieur Bastide, Gurvan Nicole à Monsieur Cheval, Stéphane Renaud à Monsieur Leroll, Édouard Lasblay à Monsieur Leroll, Pierre Le Squarnec à Madame Dubois, Claire Parent à Madame Dubois, Thomas Béraud est présent, Aurore Harel a donné un pouvoir à Madame Fernandez, Adeline Agenot présente, Jean-Baptiste Le Guenec a donné un pouvoir à M. Guillemet, Charlotte Normand à M. Bastide, Patrick Gindre est présent, M. Maheo a donné un pouvoir à Mme Naël. Donc, Mme Guibert-Féchaud est présente, Mme Naël aussi, M. Vergne a donné son pouvoir à M. Gindre. J'en suis à Mme Lepévédi qui a donné son pouvoir à M. Lassalle. Et donc, Benoît Guyot est présent. Madame Hervieux a-t-elle donné son pouvoir? Non, pas de pouvoir. Et Monsieur Lassalle est présent. Donc voilà, vu la capacité de la salle, on a restreint à 17 élus, puisqu'il y avait 6 autres personnes présentes pour la partie technique et les journalistes. Donc voilà, nous faisons un conseil municipal un peu restreint ce soir. Alors oui, le secrétariat de séance, du coup, serait assuré par Madame Naël. Je vous remercie. Donc nous allons commencer par le bordereau numéro 1 que je vais vous présenter sur les modalités de réunion à distance du conseil municipal. Alors, ce bordereau va nous permettre de faire les conseils municipaux en visioconférence si le besoin s'en fait sentir. Étant donné les problèmes de confinement et l'état d'urgence sanitaire, c'est vrai que cette possibilité permet de concilier la continuité du fonctionnement de la commune et les préconisations liées à la distanciation sociale et au confinement. Donc, je vous laisse vérifier les modalités d'identification des participants où il faudra systématiquement faire l'appel aussi un à un, les modalités d'enregistrement et de conversation des débats, les modalités du scrutin, qui sera fait par appel nominal ou par voie électronique, grâce à une application informatique adéquate. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce bordereau. Ça pourrait être mis en place à partir de quand? Alors en fait, vous avez vu qu'on a fait l'acquisition d'un nouveau logiciel de visioconférence qui s'appelle Starleaf, qui est un logiciel sécurisé. En fait, vous avez dû tous être destinataires voilà, de l'information et de la formation aussi qui va avec pour savoir l'utiliser. Et alors, je ne sais pas, Monsieur Béraud, sur l'acquisition de la partie enregistrement de Starleaf, on est en train de voir pour rajouter l'option enregistrement, puisqu'on tient à ce que les conseils municipaux soient systématiquement non seulement enregistrés, mais rediffusables
sur notre site ou sur la page Facebook avec un lien. Donc là, c'est en cours. Normalement, on espère l'avoir d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais voilà, on vous confirmera la date. A priori, pour l'instant, vu que le confinement semble s'assouplir, on ne devrait pas en avoir besoin en décembre. Mais si jamais il était question de l'utiliser, voilà, il n'y a pas de souci. Ça devrait être bon. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? Alors, il y a plein de pouvoirs, donc j'imagine que chacun vote pour ses pouvoirs respectifs. Il n'y a pas de contre ni d'abstention, donc c'est à l'unanimité. Merci. Donc l'approbation du procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal, qui avait eu lieu le 7 octobre. Est-ce qu'il y avait des remarques sur cette séance et sur le compte-rendu? On peut passer au vote. Qui est pour? Donc à l'unanimité, pas d'abstention et pas de vote contre. Je vous remercie. Donc le bordereau numéro 3, qui est l'ouverture des commerces les dimanches de 2020. Alors, vu la modification récente de la loi sur les ouvertures, ça modifie un peu. C'est un bordereau qui était prévu au passage du conseil, initialement prévu début novembre. Donc les choses ayant changé très récemment, il est peut-être plus tout à fait d'actualité, mais on va le passer quand même. De toute façon, il concerne l'année 2021. Oui, mais normalement c'est 2021, parce que ça se décide l'année précédente, pour l'année à suivre. Donc la loi du 8 août 2015 énonce que dans les établissements de commerce de vente au détail, le repos hebdomadaire est le dimanche. Ce repos peut être supprimé par décision du maire après avis du conseil municipal, ce que l'on vous demande ce soir. Ce nombre de dimanches ne peut excéder 12 par année civile. Je raccourcis, parce que je pense que vous avez lu, c'est assez... Donc, ne peut pas excéder 12. Et cette liste doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. C'est pour ça que c'est 2021. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes au cours de l'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Si le nombre de ces dimanches excède 5, ce qui est le cas, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, ce qui a été fait aussi. Alors, considérant l'intérêt économique, les effets bénéfiques sur la consommation des ménages, bien sûr, en fonction pour l'attractivité commerciale en lien avec les événements festifs et commerciaux, les demandes formulées par les commerçants, parce que on s'est tourné vers eux pour connaître leurs demandes, par les commerçants et la fédération aurait préférence, et leur souhait, c'était d'ouvrir le dimanche 10 janvier 2021, le dimanche 17 juin, le dimanche 29 août, les dimanches 12, 19 et 26 décembre 2021. L'avis de la communauté d'ACTA, la consultation des organisations syndicales et des organisations professionnelles ont été sollicités. Et considérant qu'il s'agit aussi de droits des salariés, le Code du travail prévoit que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche et reçoivent bien sûr la rémunération prévue. Voilà, donc après tous ces détails, le conseil municipal est invité à émettre un avis quant à l'autorisation d'ouverture des commerces en détail aux dates que je viens de vous donner, dire que chaque commerce devra s'assurer des conditions propres à son activité et autoriser Madame le maire à prendre un arrêté fixant la liste des dimanches pour lesquels chaque commerce est autorisé à ouvrir
et qu'on transmettra à tous les commerces qui nous en ont fait la demande. Dans l'autre sens, je vais demander qui est contre, qui s'abstient. Donc, c'est un pour à l'unanimité. Je vous remercie. Le bordereau suivant, qui est le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune d'Auray pendant les exercices 2014 et suivants. Donc, en fait, ce rapport a été publié avant le début de notre mandat. Nous allons vous faire les commentaires liés à ce rapport et voir où nous en sommes. Je laisse Tanguy prendre la parole. Alors, ce rapport de la commission de la Chambre régionale des comptes est très intéressant parce que ça donne une vision un peu globale des finances de la commune. Il y a aussi toute une réflexion sur les projets communaux, donc à travers le PPI, et sur le fonctionnement général aussi de la commune. Il y a toute une partie sur les ressources humaines également. Donc ce rapport, comme il a été dit, c'était sur 2014-2018, avec une présentation du rapport en 2019, en décembre 2019. Néanmoins, il y a eu quelques ajouts au courant de 2019, parce que j'ai vu dans le rapport quelques informations sur ce qui s'est passé donc, en 2019 et principalement en fait, le PPI de 2019. Ce qu'on retrouve principalement comme information dans ce rapport-là, donc je vais faire une synthèse, c'est un rapport qui fait plus d'une 40aine de pages, c'est la centralité en fait d'Auray, la pression qui est exercée sur Auray du fait de sa centralité et de l'investissement d'Acta au sein d'Auray qui pourrait être amélioré pour ce qui est notamment la création des bâtiments ou les services offerts par la ville qui sont offerts en fait en grande partie aux résidents d'Acta. Donc on peut en trouver en moyenne, je crois que c'est 32% je crois des services qui bénéficient aux Alériens et le reste en fait ce sont principalement des personnes qui habitent dans les communes alentours. Donc la Chambre régionale des comptes montre bien qu'Acta a un rôle peut-être plus important à jouer et à soulager un peu la commune d'Auray sur les investissements. Parce qu'en termes d'investissement par habitant, on est bien au-dessus de la moyenne pour cette strate. Et donc, Auray supporte plus qu'elle ne devrait. Pour ce qui est également du PPI, donc il y a toute une partie sur le PPI qui est aussi intéressante, qui montre deux éléments. Déjà, premièrement, que le PPI devrait être construit différemment, sur une plus courte période, avec plus de concertation, et aussi un suivi plus important pour que le PPI ne soit pas qu'un document de travail, mais aussi un document de communication et un document de suivi des politiques des élus. C'est-à-dire que ce PPI-là ne peut pas changer à longueur de temps. Il faut justifier les changements et il faut essayer de le modifier le moins souvent possible pour avoir une cohérence. Il y a aussi toute une partie sur la situation financière, principalement. Donc la situation financière de la commune est bonne. Le taux d'endettement est faible. Il faut aussi noter que le taux d'endettement est également faible parce que ces 3 dernières années, il y a eu peu de projets qui ont été menés à bout. Ce n'est pas du tout pour jeter de l'huile sur le feu, mais la Chambre régionale des comptes le dit, l'écrit même, que les difficultés au sein de l'ancienne majorité ont fait en sorte qu'il y ait peu de projets qui ont été menés à terme. Et donc, évidemment, peu d'emprunts, ce qui fait que le taux d'emprunt est aussi bas. Ce qui est bien pour le futur d'une certaine façon, parce que ça nous laisse de l'argent de côté, mais ce qui est révélateur aussi de la situation précédente, malheureusement. Et il faut rappeler qu'une commune n'est pas là pour mettre de l'argent de côté, mais une commune est là pour offrir des services avec cet argent-là. Voilà. Des investissements qui étaient prévus en fait au dernier PPI qui était parti en flèche, donc ça c'est l'évaluation des documents de 2019.
avec une augmentation de 65% qui n'est pas obligatoirement justifiée par une augmentation des recettes, enfin compensée par une augmentation des recettes, ou alors de faire appel énormément à l'emprunt, ou de faire augmenter les taxes. Donc ils ont aussi montré cette incohérence-là à travers le dernier PPI, en plus des informations que j'ai données sur le PPI, sur le suivi du document. Donc la dette est maîtrisée, les emprunts, il n'y a pas d'emprunt risqué, qui était quand même il y a 10-15 ans au centre de l'actualité. Et sinon, il y a toute la partie sur la gestion des ressources humaines, où là, il y a une problématique d'augmentation de la masse salariale, qui n'a pas été totalement évaluée par ce document-là, parce que la masse salariale a beaucoup augmenté en fait ces 2 dernières années, de 1 million d'euros en 2 ans en fait. Et c'est un risque qu'a montré ce rapport-là, parce qu'on est déjà un peu au-dessus de la moyenne de la strate, même si évidemment on a des effets de centralité qui font que on embauche, enfin on a plus de personnel qu'une ville de cette taille-là. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose à surveiller. Et sinon, voilà, pour le reste, ils disent que pour ce qui est de la commande publique, c'est bien géré. Ils parlent un peu aussi, qui pourrait être intéressant, mais ça, on revient encore à l'intercommunalité, de faire des commandes groupées. Voilà. Donc, de mutualiser en effet les commandes publiques. Donc ça, si on ne peut pas le faire tout de suite avec la communauté de communes, on devra le faire, on pourra le faire avec les communes limitrophes. C'est déjà une éventualité. Donc voilà principalement ce qu'il y a dans ce document-là. Alors, juste 2 petites remarques là-dessus. C'est vrai que la Chambre régionale des comptes note un déficit d'information sur le débat d'orientation budgétaire au niveau investissement et charges en personnel. Donc, on sera attentif à ce que vous ayez toute l'information et ce que l'ensemble des habitants aient toute l'information. Sur ce qui est des ressources humaines, c'est vrai que c'est une commune qui a plus de charges de personnel que la moyenne de la strate, mais c'est aussi un choix qui a été fait depuis des différents mandats, les mandats précédents, de faire énormément de choses en régie. Et par exemple, on a un service technique qui est très étoffé, avec du personnel très compétent qui permet de faire de la rénovation de bâtiments et qui nous coûte beaucoup moins cher que si on missionnait des entreprises privées pour faire cette même rénovation. Donc c'est un choix qui nous semble important de conserver. Et il est aussi noté qu'au niveau justement des services techniques, beaucoup d'agents sont dans la strate 50 ans et plus, voire 55 ans et plus. Et il faut anticiper, c'est un petit peu aussi ce que note ce rapport, les départs en retraite, en embauchant des jeunes qui vont être formés par les personnes actuellement en poste pour ne pas perdre les savoirs que nous avons actuellement dans les services, quoi. Je ne sais pas si tu voulais préciser quelques petites choses. Oui, je voulais intervenir. En tant qu'ancien directeur des finances et de la commande publique de la ville d'Auray, mon devoir de réserve m'empêche de commenter ou de donner des informations publiquement sur ce que j'ai pu connaître dans l'exercice de mes fonctions. Le fait que je ne sois pas en responsabilité sur ces 2 délégations et que je sois absent de la commission des finances me permet de respecter plus facilement ce devoir de réserve. En conséquence, je remercie les membres des minorités de ne pas me prendre à témoin publiquement par voie de presse ou en conseil municipal sur des informations que j'aurais eu à connaître, car je n'ai pas la possibilité de répondre à ce type d'interpellation en raison de l'application de ce devoir de réserve. N'étant à l'époque ni en responsabilité dans le domaine de l'entretien des bâtiments communaux, ni en matière de RH, je suis autorisé à commenter les rapports de la Chambre régionale des comptes sur ces 2 thématiques. Entretien des bâtiments. La Chambre relève l'absence de planification pluriannuelle d'entretien du patrimoine. Les visites récentes telles que celle du centre Athéna et de la garderie Rollo nous préoccupent et montrent le manque d'entretien du patrimoine existant. La Chambre préconise la constitution des provisions. Dans tous les cas, cet entretien non pris en compte aura un impact important en matière de capacité d'investissement. La Chambre préconise une étude de l'état du patrimoine, c'est ce que nous avons commencé à faire. Pour les ressources humaines, schéma de mutualisation intercommunale, nous souhaitons pouvoir avancer sur le schéma de mutualisation qui, pour l'instant, n'a pas été mis à l'œuvre. Une absence de gestion prévisionnelle des ressources humaines a été relevée par la Chambre régionale des comptes. La Chambre nous propose de mener rapidement une politique RH prévisionnelle compte tenu de la pyramide des âges.
L'absence de ce type de gestion est problématique. L'équipe actuelle est consciente de cette nécessité et a souhaité que la nouvelle directrice des ressources humaines soit prioritairement mobilisée sur cette mission. C'est d'ailleurs une des compétences essentielles qui était recherchée dans le cadre du recrutement. Une mise en situation sur le sujet était d'ailleurs imposée aux candidats. La Chambre a relevé aussi un effort de formation inadapté. Dans le cadre de notre politique RH, nous avons commencé à mettre en œuvre, quand la situation le nécessitait, un accompagnement personnel avec le centre de gestion. Nous souhaitons aussi mettre l'accent sur la formation en lien direct avec le CNFPT. Nous avons déjà plusieurs axes de formation de définis, formation intra sur tout type de harcèlement qu'on souhaite mettre en place, on est en train de travailler avec le CNFPT là-dessus, accompagnement et formation sur la gestion de projet. La formation est un outil incontournable de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, et de la montée en compétences des agents. Nous avons la chance d'avoir le site du CNFPT à Vannes, ce qui facilite le départ en formation des agents. L'accent sera mis sur des formations des agents féminins qui partent souvent moins en formation que les hommes. Nous souhaitons aussi prévoir des plans de formation pour des agents qui en ont peu profité, comme par exemple les agents du SAD. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des remarques, d'autres interventions? Monsieur Guyot? Oui, juste une petite question. C'est vrai que la ville d'Auray est mise à contribution régulièrement et qu'ACTA, on peut se poser des questions sur son rôle. Est-ce que vous pensez et comment pensez-vous faire en sorte que ACTA aide davantage la ville d'Auray ou investisse davantage chez nous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire et comment? Alors, nous travaillons beaucoup avec les différents élus d'ACTA et les différents services d'ACTA. Nous nous voyons vraiment très souvent. Et donc, effectivement, là, on est en train d'essayer de commencer à travailler sur des projets communs et des façons conjointes de voir les choses. On a des réunions actuellement beaucoup sur le quartier gare, puisque vous savez qu'avec le pôle multimodal, il y aura des changements un petit peu au niveau stationnement, au niveau circulation. Et nous travaillons conjointement avec Brec et M. Roblet, avec ACTA et M. Leray, et avec moi-même et les services de l'urbanisme et M. Bastide. Et donc, effectivement, on est en train de mettre en place ce type de coordination, de même pour le projet du Bel Air, où la question se pose effectivement de regrouper le PLA, la boxe, l'escalade, et éventuellement même peut-être d'autres activités. Tout ça se fait conjointement et se fait en concertation. Donc nous avons bon espoir, effectivement, de pouvoir mener à bien des projets en concertation. On peut passer au vote? Je ne sais pas s'il y a un vote. Alors, est-ce qu'il y a un vote? Je vérifie. C'est juste un avis, hein. Débattre et prendre acte, donc on n'a pas à voter. Donc je peux passer au bordereau suivant. Bordereau suivant, recensement de la population, rémunération des agents recenseurs, c'est M. Kergosien qui nous le présente. Oui, il est proposé de modifier les tarifs des agents recenseurs. Les agents recenseurs sont payés à la tâche. Il est proposé de passer de 40 € à 120 € pour la tournée de reconnaissance. Jusque-là, elle était payée de la même façon qu'une demi-journée de formation. Or, le travail est plus important et la qualité du recueil des feuilles dépend fortement de la qualité de cette tournée préalable. Donc, il est proposé de passer de 40 € qui correspond à une demi-journée de formation, à 120 €. Il est aussi proposé de rémunérer la feuille de logement non enquêtée qui nécessite de multiplier les passages pour être sûr que le logement est vraiment inoccupé. Puisqu'en fait, jusque-là, cette feuille n'était pas payée, alors que les agents recenseurs, pour être sûr que le logement est vide, sont obligés de passer plusieurs fois dans le logement, ce qui demande un travail. Donc voilà les propositions. Je vais recueillir vos votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Le bordereau numéro 6 sur la prime exceptionnelle pour le Covid-19 suite au premier confinement qui a eu lieu en mars, avril, mai dernier. Donc, nous avons la possibilité d'adopter une prime Covid pour un maximum de 1 000 €
qui ne sera ni soumis à cotisation ni soumis à imposition. Il est proposé, comme cela a pu être fait au CCAS lundi dernier, d'instaurer cette prime pour la ville. Cette prime sera affectée selon les cas en fonction de 2 critères, le contact avec le risque Covid et l'accroissement de l'activité. Nous proposons pour les personnels en première ligne et concernés par les 2 critères de verser le maximum, soit 1 000 €, et pour les autres agents identifiés, une somme de 100 € en part fixe, plus 10 € variables sur la période de confinement, c'est-à-dire un maximum de 500 €. Les fonctions concernées ont été diffusées aux membres du comité technique, de la commission RH et sécurité et lors de la réunion préparatoire avec les minorités. Budgétairement, cela se traduit pour la ville par une dépense supplémentaire de 15 000 €. Pour le CCS, c'est 41 000 €, dont 26 000 € de recettes. Et donc, il est proposé d'instaurer cette prime, sachant qu'il y aura après des arrêtés individuels pour prendre en compte cette prime. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Lassalle. Oui, une petite remarque, parce qu'effectivement, vous faites allusion à la première ligne et à la deuxième ligne. Et pour avoir vécu le moment en mars, avril, mai de premier confinement ici, il me semblerait juste de rajouter dans les catégories qui pourraient être dans les premières lignes, la police municipale, l'état civil, puisqu'il y a eu des astreintes, y compris le dimanche, et quelques personnes de l'accueil qui étaient ici, qui ont bien voulu venir travailler dans des conditions qui n'étaient pas faciles à ce moment-là. Voilà, donc je le redis, la police municipale a été effectivement en première ligne tout le mois de mars, avril et mai, l'état civil aussi, et l'accueil mairie aussi. Voilà, petite remarque. Les situations ont été prises en compte. Après, il faut bien voir qu'il y a 2 critères cumulatifs, c'est le contact avec le risque Covid et l'accroissement de l'activité. Donc, il faut vraiment avoir les 2 critères pour avoir le maximum. Mais effectivement, ces situations ont été prises en compte dans notre réflexion. Et pour tout vous dire, on a eu un avis unanime des membres du comité technique sur le sujet. Alors, par contre, les seules personnes qui vont toucher les 1 000 €, donc l'ensemble de ces primes sera versé en décembre. Les personnes qui ont 1 000 € sont les personnes qui travaillent au foyer logement du Bosséno, donc qui étaient en contact direct avec des personnes fragiles, les personnes qui travaillent au service d'aide à domicile, le SAD, et les personnes qui sont aussi à l'accueil, veilleurs de nuit au niveau du local SDF. Et après, les autres personnes touchent 100 € forfaitaires plus 10 € par jour, avec un maximum de 500 € pour les personnes concernées par le contact direct et le surcroît d'activité, donc la police municipale, les administratifs du CCAS, etc. Oui, c'est bien pour ça que je faisais une remarque là-dessus, parce que j'avais vu les catégories. Et pour parler de la police municipale ou de l'état civil, il me semble qu'ils étaient en première ligne aussi, au contact direct des gens, puisqu'ils contrôlaient les attestations, entre autres, pour les uns, et pour les autres, rester ici en permanence pour l'état civil et malheureusement les décès Covid. Donc peut-être qu'il faudrait revoir ces catégories-là sur la notion de première ligne, peut-être d'en imaginer une troisième, une première ligne et demie pour répondre à ces problématiques-là, parce que pour l'avoir vécu, ils étaient en première ligne. Pour être précis, effectivement, on les considère en première ligne, mais je vous rappelle les 2 critères qui vont régir l'attribution de ces primes, c'est le contact avec le risque Covid et l'accroissement de l'activité. Et en heures de travail, effectivement, les catégories que vous avez pu citer n'ont pas été forcément en accroissement de l'activité quand on regarde les heures qui ont été réalisées. Donc ça aussi, on a eu les éléments. On n'y était pas, mais on a eu les éléments des heures qui ont été effectuées. Et donc, c'est pour ça qu'on propose d'être dans le deuxième cas. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans le deuxième cas qu'ils n'étaient pas en première ligne, on est bien d'accord. J'ai bien parlé de première ligne et de 2 critères d'attribution. Par contre, monsieur Lassalle, je m'étonne que vous ne nous ayez pas fait part de ces remarques sur les commissions adéquates.
ou que vous ne soyez pas venu à la réunion de concertation avant le Conseil pour en discuter, parce que c'est un peu dommage d'en discuter le jour où on vote le bordereau et non pas un petit peu en avance, quoi. Là-dessus, le conseil municipal est là justement pour qu'on pose les questions. Donc je pose une question, vous y répondez comme vous le souhaitez. Voilà. Mais le conseil municipal est bien la chambre d'enregistrement des questionnements sur ces choses-là. Vous êtes au courant que les réunions de travail ont lieu avant le conseil municipal? Je suis au courant, j'étais prévenu la veille pour le lendemain, donc voilà. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Donc, pas d'abstention et pas de vote contre, donc à l'unanimité. Merci. Arrivé au bordereau numéro 7, d'abord, indemnisation des travaux supplémentaires réalisés à l'occasion des scrutins électoraux. C'est M. Kérgosien. Oui, alors indemnisation des scrutins électoraux. Vous savez que des agents municipaux ont été sollicités pour gérer le flux des électeurs lors des deux derniers tours des élections municipales compte tenu de la crise sanitaire. Ces agents ont été rémunérés au même niveau que les secrétaires de bureau de vote en l'absence de tarifs spécifiques votés par le conseil municipal. Ces missions couvrent moins d'heures et sont moins complexes que les missions d'un secrétaire de bureau de vote. Il est donc proposé de voter ce nouveau tarif dans le cas où nous en aurions besoin pour les prochaines élections. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc, le bordereau numéro 8, provision pour dépréciation des restes à recouvrer, présenté par Tanguy Cheval. Alors, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc, comme vous le savez, les factures de cantine, de loyer, etc., générées par la mairie sont encaissées par le Trésor public. Et c'est récupéré également par le Trésor public s'il y a un problème de paiement. Justement, sur ces factures-là, le Trésor public nous a alerté sur le fait qu'il y a, selon eux, plusieurs factures qui risquent de ne pas être honorées. Et pour ne pas avoir de surprise, il nous concerne de mettre de côté, donc de prévisionner un montant correspondant à une partie de ces créances-là. Et ce montant s'élève à 11 621 € sur un total de 58 100 €. C'est uniquement pour ne pas avoir de surprise dans le budget, même si ce sont des montants qui sont assez faibles. Donc voilà, c'est une opération purement financière et pour se protéger suite à la demande du Trésor public. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce bordereau ou des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le bordereau suivant, le numéro 9, concerne la décision modificative numéro 2 du budget principal et est présenté aussi par Tanguy Cheval. Alors, c'est la deuxième décision modificative de l'année. Cette décision modificative, en fait, est là pour se baser sur les projets qui sont réellement menés. Donc, on modifie en fonction du budget qui avait été prévu pour 2020 et de ce qui a été réalisé, ce qui ne sera pas réalisé, les recettes qui ont été perçues, celles qui ne le seront finalement pas. Donc, comme vous le savez, il y a eu des événements cette année, le Covid principalement, qui génèrent des recettes en moins, des dépenses certes en moins, mais surtout des recettes en moins, donc notamment à Athéna. Il y a eu aussi des projets qui n'ont pas été réalisés, des projets de voirie ou des projets de sport, comme par exemple la petite forêt.
Il y a donc eu de l'autre côté des besoins de financement moindres, donc un emprunt moindre. Les deux devant évidemment s'équilibrer. Donc on est à 1 816 224,72 de dépenses en moins et de recettes en moins également. Donc on voit le 1 800 000 par exemple, qui correspond à l'emprunt. Dans ces projets, je vais en donner quelques-uns, évidemment il y a des fois des lignes toutes petites de quelques milliers d'euros, voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais les plus importants, ce sont le skatepark, donc la petite forêt, divers voiries, dont entre autres la rue Louvilliers, le Gouaner, le cheminement. Et dans le fonctionnement, il y a eu l'augmentation du fait des bons d'achat et une baisse également en personnel. Et dans les investissements, donc une baisse de l'emprunt de 1 800 000. Donc voilà pour cette décision modificative qui est là pour se caler sur la réalité des choses. Donc est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ? Oui, juste un petit commentaire. Donc nous, notre groupe s'abstiendra sur ce vote pour deux raisons principales. C'est le manque de clarté sur le projet skatepark, puisque vous rajoutez 500 000 euros, c'est quand même pas une paille, sans avoir trop d'éléments là-dessus, et sur l'annulation du projet de la petite forêt, évidemment, pour lequel vous répondez en baissant de 2 millions pour faire d'autres bâtiments sur lesquels aussi on n'a pas une vision très claire. Donc on s'abstiendra sur ce vote-là. Oui, nous, on s'abstiendra aussi, mais on fera les commentaires sur le bordereau prochain. Donc c'est exactement en fait ce que j'allais dire. Les informations sont aussi beaucoup sur le bordereau prochain, qui sont les APCP. C'est pour ça que je préfère aller dans le détail pour le prochain bordereau, plutôt que d'y aller maintenant. Après, pour ce qui est de la petite forêt, bon, je comprends, hein, c'était votre projet, nous avons décidé d'en faire un autre. Pour ce qui est du reste, voilà, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans les APCP, et puis pour le skatepark également, donc je me prononcerai plus précisément là-dessus, à ce moment-là. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc 9 abstentions. Bordereau suivant, donc toujours Tanguy Cheval sur ce qu'on appelle les APCP, c'est autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, il y a une modification des APCP. Alors, pour expliquer un peu rapidement ce que sont les APCP, c'est d'une certaine façon les programmes importants qui, pour toute modification, doivent passer au conseil municipal. Le PPI étant une planification financière sur plusieurs années, comprend également ces programmes-là, mais néanmoins, beaucoup de choses qui sont dans le PPI ne doivent pas obligatoirement passer au conseil municipal pour toute modification. Donc, c'est la différence entre les deux. Dans ces APCP-là, il y avait donc plusieurs projets avec plusieurs évolutions qu'il nous faut modifier parce que donc soit les travaux sont retardés, soit ils sont modifiés, etc. Dans ces APCP-là, ce qui avait été prévu, donc il y a une APCP pour le PLU, où là il va y avoir une modification du PLU. Donc il a été provisionné 100 000 euros, mais voilà, ça sera sûrement beaucoup moins, plutôt dans les 50 000 euros. En VRD, alors il y a une augmentation de 1 million liée au parking de la Plaine. Alors après vérification, donc cette augmentation-là était liée à une décision de l'ancienne majorité où la PCP n'avait pas été modifiée alors qu'elle aurait dû l'être. Donc c'est une remise, à jour de cette APCP-là. Même si, évidemment, ce n'est pas obligatoirement dans nos projets. Alors évidemment, quand nous présenterons le budget et nous travaillerons le PPI
avec les minorités au mois de janvier, on présentera nos projets et ça sera modifié également à ce moment-là. Et donc il y aura une vision plus claire là-dessus. Pour ce qui est de la petite forêt, bon là ça a été expliqué clairement, voilà, je pense que M. Leroll l'a dit à de nombreuses reprises et expliqué notre projet. Et pour ce qui est du skatepark, on préfère provisionner pour 2021. Donc il y aura des études en 2021, mais il y aura peut-être aussi un début des travaux. Donc pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau et être obligé de repasser en conseil municipal, on préfère mettre cette somme-là sur le skatepark pour sécuriser tout projet. Voilà. Et sinon, donc, il y a eu des petites augmentations pour la gare, par exemple, liées au parking. Ça représente en fait, c'est les parkings, non pas les parkings qui vont être gérés par la SNCF, du moins délégués à une entreprise privée, mais ce sont les parkings qu'on peut retrouver autour, où il y aura besoin d'une modification de la signalisation signalétique et une modification aussi de la peinture et des aménagements de ce type-là, ce qui justifie les 50 000 € de plus. Et les halles, l'augmentation de 60 000 est liée à des études supplémentaires, des études de sol qui ont été réalisées au cours de l'automne. Voilà. Donc voilà les principaux éléments pour ces APCP-là, les principales modifications. Alors, des commentaires. Donc, lors de notre rencontre de samedi dernier pour préparer le conseil municipal, nous vous avons posé plusieurs questions. Vous deviez nous faire parvenir un tableau récapitulatif, notamment sur les principales modifications. Nous nous étonnions tout d'abord du rajout de 1 125 000 € pour le parking de la Plaine, mais vous nous aviez dit samedi dernier que c'était une coquille. Maintenant, on verra en janvier ce que vous comptez faire. Si nous avons bien noté la baisse de 2 093 000 € pour le projet de la petite forêt, projet qui effectivement est très clair maintenant, projet que vous reprenez avec un tatami en plus, nous n'avons aucune visibilité sur le programme du skatepark, pour lequel vous présentez une augmentation de 500 000 €, donc c'est pour ça qu'on va entre autres s'abstenir. Comme nous vous l'avons dit, nous nous étonnons aussi du report de l'absence de prévision pour la restauration scolaire et du report du projet de l'espace jeunesse. Donc vous nous avez expliqué que vous avez mis en priorité les garderies du Loc et de Rollo qui sont effectivement dans un état critique, mais cela bien avant 2014. Néanmoins, il n'en reste pas moins que nos jeunes ont réellement besoin d'un espace autre que celui qu'ils ont actuellement, d'autant qu'il est en attente de déconstruction. Et enfin, pour les halles, nous avons noté la reprise du projet des halles, que vous ne nous avez pas expliqué ce soir, mais que vous nous avez expliqué samedi, sans l'extension sous le petit théâtre, où nous avions prévu d'y mettre, nous, un pôle gourmand et l'office de tourisme, qui est très mal placé actuellement. Nous trouvons cela fort regrettable, car ce projet s'inscrivait dans une dynamique commerciale et touristique. Donc, pour toutes ces raisons, nous allons donc nous abstenir ce soir. Nous nous prononcerons lors du débat d'orientation budgétaire où vous présenterez, nous l'espérons, la perspective de votre mandat avec une visibilité claire de vos projets. Alors, quelques éléments de réponse. Nous lançons plusieurs études qui sont budgétées aussi là. Entre autres, le centre social. Là, l'étude de préfiguration démarre bientôt. Le cahier des charges est rédigé et donc la consultation des bureaux d'études va pouvoir démarrer. Ça va pouvoir permettre de mener la réflexion sur quel type de centre social, etc. Dans les études, l'étude sur les cuisines, et là où les cuisines, puisqu'on ne sait toujours pas s'il en faudra une ou plusieurs pour les cantines, mais aussi pour le portage de repas à domicile ou pour les agents de la ville qui souhaitent manger sur place. Cette étude-là, le cahier des charges est en cours de rédaction, il est presque terminé. Et donc, l'idée, c'est d'avoir les éléments de réponse pour juin, pour pouvoir prendre une décision éclairée sur faut-il 1, 2, 3 cuisines, de quelle taille, sur quel potentiel de repas, quels sont les besoins exacts. Et on travaille en parallèle sur la production légumière et fruitière dans le secteur. Pour l'instant, on développera ça plus tard, mais voilà, on a pas mal de pistes possibles sur les productions de légumes et fruits bio localement.
Et on est aussi en train de travailler sur le skatepark, sur lequel une étude va démarrer. Je vais peut-être laisser Adeline en parler. Alors pour le skatepark, on est en train de rédiger un cahier des charges pour mener une concertation dans un premier temps pour début d'année prochaine. Une concertation parce que le skatepark, c'est au-delà du skatepark, c'est un espace intergénérationnel et un parc urbain qu'on avait annoncé dans notre programme et qu'on souhaite mettre en œuvre. Et c'est un lieu qu'on espère construire avec les citoyens. Donc on lance on est en train de rédiger un cahier des charges pour lancer en début d'année une concertation avec la population et les citoyens, les skateurs, les élus. Mais on vous donnera des précisions rapidement sur ce dossier-là. Alors par contre, pour le centre jeunesse, on verra plus tard, effectivement. On sait qu'il y a pas mal de travaux sans doute à faire dans les écoles. On prend le temps de réfléchir aux priorités avant de prendre une décision. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions et d'autres remarques. Je vais poser une question sur les avancées des travaux pour le Bel Air. Est-ce que c'est le bon moment d'en parler ou vous préférez en parler en fin de conseil ? Je ne sais pas, vous voulez savoir quoi exactement ? Lors du dernier conseil municipal, vous aviez parlé de rencontrer le préfet et d'autres personnes et qu'éventuellement vous auriez déjà une idée des éventuelles subventions potentielles. Ouais, alors on a rencontré la région avec M. Pouliquin. Tous les feux sont au vert, le département, la DDCS, la région trouve le projet intéressant. On aura des financements, là maintenant reste à savoir combien. Et on aura une réponse courant janvier, je pense. Compte tenu du budget que vous avez prévu, c'est-à-dire autour de 8 millions, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, à peu près 8 millions. Oui, c'est ça, à peu près 8 millions. Est-ce que vous vous êtes fixé un plafond de subventions sous lesquels vous ne ferez pas le projet, vous n'irez pas au bout du projet? Il faut qu'il y ait à peu près 80% de subventions. D'accord. La ville ne pourra pas mettre plus de 20 à 25% du projet, quoi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on attend l'ensemble des choix et des possibilités de chaque financeur et qu'on continue à travailler sur le sujet avec chaque financeur public. Est-ce que vous voulez qu'on rappelle le projet Petite Forêt ou c'est bon pour tout le monde? Ça c'est bon, hein? Ça marche. Bon. Donc je vais vous proposer de passer au vote. Claire, est-ce que tu pourrais ajouter un mot pour l'Office de tourisme, puisque tu as contacté Philippe Leray? Ah oui, mais en fait, le souci, c'est que pour l'instant, on n'a pas pris de décision vraiment sur l'Office de tourisme. Je sais que c'était une question. Est-ce qu'on pouvait mettre éventuellement l'Office de tourisme sous le petit théâtre? En fait, ce qu'on a fait comme choix, là, c'est de dire on n'a pas les moyens. On a demandé une estimation. Combien vaudrait l'extension des halles sous le petit théâtre? En gros, on est autour de 500 000 € TTC. On n'a actuellement pas les moyens de rajouter 500 000 € au projet qui vaut déjà 1 million TTC, même plus d'1 million TTC. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas prévoir l'extension actuelle des halles sous le petit théâtre. Ceci dit, ne voulant pas amputer l'avenir, nous avons décidé de prévoir l'ouverture entre l'espace sous le petit théâtre et les halles, prévoir l'ascenseur qui permettra de desservir le petit théâtre. Donc, prévoir une éventuelle soit extension des halles, soit une autre occupation sous le petit théâtre, mais ne pas décider actuellement de ce qu'on allait y faire. Ça n'empêchera pas dans l'avenir soit d'y mettre l'Office de tourisme, soit au contraire de faire une extension des halles, mais actuellement, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc, voilà, on garde l'idée en tête de l'étude qu'il faudra mener un jour pour savoir ce qu'on fera sous le petit théâtre. Mais pour l'instant, c'est vrai que financièrement, la ville n'a pas encore cette capacité-là. Il va falloir aussi travailler avec la communauté de communes qui n'a pas non plus choisi définitivement l'endroit où elle souhaite mettre l'office de tourisme. Donc voilà, il n'y a aucun choix définitif de fait, ni pour ça, ni pour les halles. Par contre, au niveau des halles, il y aura des manches debout le long des vitrines des différents commerçants
et à l'extérieur aussi des halles qui permettront d'avoir des espaces de dégustation malgré tout. Pas les moyens, disons que c'est pas dans vos priorités. Après, on peut comprendre, hein, c'est chaque. Par contre, ce que je tiens à saluer, c'est que vous permettez quand même, vous fermez pas les portes et vous permettez l'extension possible pour dans quelques années. En fait, on a un programme, nous, qui est vraiment très chargé et on veut mettre une priorité sur les engagements qu'on a pris pendant notre campagne, quoi. Alors, juste pour rajouter quelque chose, hein, ce n'est pas une question de priorité, mais une question de possibilité. Donc nos priorités, je pense, se rejoignent là-dessus, sur ces points-là et d'autres. Mais c'est en termes de possibilités financières que c'est une autre question. Et pour aussi redire aussi autre chose, certes là, donc on parle des APCP sur des projets qui ne sont pas obligatoirement issus de notre majorité. On ne veut pas non plus faire les choses dans le désordre, c'est-à-dire que notre vision globale sera à travers notre PPI et le budget que nous présenterons. Et là, les choses seront beaucoup plus claires, évidemment, parce qu'on pourra présenter ce qui nous appartient. Là, on présente encore beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 9 abstentions et 24 pour. Le point suivant, c'est le bordereau numéro 11, constitution d'un groupement de commandes avec la Compagnie des ports du Morbihan, ACTA et l'AFPA. C'est présenté par Marie Dubois. Oui, bonsoir. Alors, ces 4 partenaires ont engagé, donc que je rappelle, la ville, la Compagnie des ports du Morbihan, ACTA et l'AFPA ont engagé un travail partenarial pour la requalification du site de l'AFPA situé sur le port de Saint-Goustan. Dans le prolongement d'une étude de faisabilité technico-économique pour la restructuration des bâtiments, les 4 acteurs précités doivent constituer un partenariat formalisé tel qu'un groupement de commandes afin de pouvoir lancer des marchés publics. La Compagnie des ports du Morbihan serait le coordinateur de ce groupement de commandes. Vu l'article L 2113 alinéa 7 du Code de la commande publique, ce bordereau a reçu un avis favorable en commission finances du 26 octobre. À présent, nous sommes invités. Y a-t-il des questions avant de passer au vote? Des remarques? Nous pouvons continuer. Donc, nous sommes à présent invités à décider de constituer, donc, avec ACTA, l'AFPA et la Compagnie des ports du Morbihan, un groupement de commandes pour la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation d'une étude de programmation technique et fonctionnelle pour le bâtiment de formation sur le port de Saint-Goustan et d'une base nautique. Nous sommes également invités à autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi que tous les documents se rapportant à ce dossier. Alors, qui est pour? Y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Merci. Votez à l'unanimité. Bordereau numéro 12 sur les garanties d'emprunt au profit de Bretagne Sud Habitat par Tanguy Cheval. Alors, c'est un point assez technique. Comme le prévoit la loi, les collectivités peuvent être garantes pour un emprunt concernant des logements ayant une part de logement social. Donc, dans ce cas-là, c'est 20% de logement social. Pour ce qui est de cette demande qui est à Kerbourus, sur 10 logements, 2 seront à destination de personnes à faible revenu, ce qui rentre donc dans les critères de la loi et qui permet à ABSH de demander une garantie d'emprunt à la collectivité, tout simplement. Donc on en a vu plusieurs déjà passer, on en verra sûrement d'autres.
Donc voilà, donc il est proposé que la commune se porte garant sur un emprunt hors taxe, sur un projet hors taxe évalué à 826 763 € et la garantie d'emprunt est à 50%. Pour 6 lignes de prêt, voilà, dans le cadre de la construction de 8 logements. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Alors, le bordereau suivant, partenariat entre le lycée du Guesclin et la ville d'Auray au sujet des décors des chalets de Noël. Et c'est présenté par Chantal Simon. Depuis plusieurs années, il y a un partenariat entre le lycée et puis la ville pour décorer l'intérieur des chalets. Et ce sont des élèves du lycée Bertrand du Guesclin qui travaillent avec leurs professeurs dans le cadre d'un projet pédagogique et qui réalisent l'intérieur de ces chalets avec des animations, des automates. Et ils sont à la fin de ces travaux notés par leurs professeurs. Alors, ils ont la totale liberté de ces ouvrages, de ces œuvres même. Il y a plusieurs, professeurs. Ils travaillent en ébénisterie, ils travaillent aussi en graphisme. En fait, ils utilisent plusieurs compétences. La ville d'Auray, ils font ces travaux et ces œuvres à titre gracieux. Ils utilisent leur matériel et en contrepartie, nous, la ville, on participe à l'achat des consommables nécessaires pour la réalisation des décors. Et il a été convenu qu'une somme de 300 € TGC par chalet est attribuée pour ces fournitures, soit un total de 900 € puisqu'il y a 3 chalets qui seront place de la Pompe très bientôt. Voilà. Et ils sont aidés aussi, ils sont soutenus par les services techniques qui les aident à installer et par le service animation de la ville. C'est un partenariat. Donc voilà, si vous avez d'autres questions à poser plus précises. Mais vous avez un très bel article qui arrivera dans le Vivre Auray prochain qui explique en quoi consiste leur travail. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer cette convention de partenariat. Oui, monsieur Gindre. Ah non, pardon. Ah oui. Donc vous êtes pour? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc à l'unanimité. Alors, bordereau suivant. On est sur le marché public des services télécommunications et c'est présenté par Tanguy Cheval. Alors, ce marché comprend 3 lots sur 4 ans. Il était nécessaire de le revoir parce qu'il arrivait à échéance le 31 janvier 2021 pour un montant estimatif total de 140 000 €. Alors, les 3 lots sont la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'interconnexion. L'interconnexion, en fait, ce sont les échanges de données entre les bâtiments à travers la fibre. Donc, voilà. Pour ce qui est de la téléphonie fixe, il y a eu 2 offres qui ont été très proches, autant en termes de prix qu'en termes de valeur technique. L'offre ayant eu la meilleure note, c'est SFR, qui est déjà fournisseur actuellement. Pour le lot 2, sur la téléphonie mobile, donc il y a eu 3 offres, mais une offre était irrégulière, il manquait des pièces. Donc 2 offres ont été retenues, Stella Télécom et Bouygues Télécom. L'offre de Bouygues Télécom et Stella Télécom était très proche sur la valeur technique, par contre sur le prix était très éloigné. Ce qui a fait que nous avons retenu Bouygues, voilà, avec d'ailleurs une note de 100 sur 100. Et concernant le lot 3, c'est, donc, comme je l'ai dit, les échanges de données entre les bâtiments, donc entre la mairie et le PNR, ou entre la mairie et le Boceno, etc.
Donc sur ces offres-là, les deux offres que nous avons reçues, en fait, il y avait deux façons de faire très différentes dans les offres. Il y a Stella Télécom qui proposait en fait de faire des travaux pour que la commune soit propriétaire de cette bande passante, donc qui est en fait de la fibre. Néanmoins, le problème c'est que c'est plus sécurisant d'être propriétaire pour l'échange de données, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et il y a Netensia qui, elle, proposait d'être en location, donc en location du réseau Orange, qui faisait que c'était beaucoup moins cher. La différence de prix était tellement importante que voilà, Netensia a eu une note beaucoup plus importante que Stella. Donc il est proposé de retenir pour ce lot 3 Netensia. Voilà. Voilà. Donc je précise aussi pour dans la téléphonie mobile, donc évidemment il y a aussi le matériel, il n'y a pas uniquement les communications. Et juste pour préciser, donc c'est un montant estimatif. Alors pourquoi estimatif? Parce qu'il est impossible de savoir si les communications seront les mêmes d'une année à l'autre. Il peut y avoir des fois plus de dépenses ou moins. Donc c'est un marché qui est estimatif. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le point numéro 15, c'est le jury de recrutement du responsable du centre culturel Athéna. Nous avons demandé l'aide de 2 professionnels extérieurs à la collectivité et il s'agit de la prise en charge de leurs frais de déplacement. Je laisse Jean-François Guimet le présenter. En effet, donc, monsieur Christian Chamaillard a fait valoir ses droits à la retraite. Du coup, il s'agissait de recruter quelqu'un en tant que responsable du centre culturel Athéna. Il s'avère que pour ce poste, on estimait qu'il fallait à la fois avoir un regard artistique et un regard technique que des élus ne pouvaient pas forcément avoir. De plus, nous étions dans une situation où il n'y avait pas de... La directrice des ressources humaines n'était pas arrivée et le poste de DGS était vacant. Donc en lien avec M. Chamaillard, nous avons fait appel à la fois à Frédéric Bertineau, donc, qui est directrice départementale de la culture du Calvados, mais qui avant était directrice départementale culture pour le département du Morbihan, donc avec une bonne connaissance du territoire, et à Madame Bertineau, donc, qui est directrice du Canal, donc la salle de théâtre de Redon, pour nous aider à ce choix. Donc là, il s'agit en fait de voter les frais de déplacement, de restauration et de logement pour ces personnes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité. Le point numéro 16 est le point sur le service public de réseau de chaleur et chaudière bois du Gumnen. Il s'agit du rapport d'activité qui date un peu puisque c'est la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 qui est la période pendant laquelle la chaudière bois a finalement été arrêtée au profit de la chaudière gaz suite à des dysfonctionnements et à des analyses chimiques de dioxine au-dessus des normes. Donc, je vous rappelle juste peut-être un petit peu les faits. Les analyses sont obligatoires et auraient dû être mises en place depuis 2016. Elles n'ont été mises en place qu'en novembre 2018. Et dès la première analyse sur ces analyses de dioxine, il y a d'autres analyses qui se faisaient de façon routinière et de façon plus fréquente, mais pas encore les dioxines et les furanes. Cette première analyse de dioxine et furane a révélé des taux très importants de dioxine et de furane par rapport à la norme, 30 fois la norme. Donc l'exploitant qui est Engie Cofeli a souhaité faire une contre-analyse en février pour vérifier si ce n'était pas un problème très ponctuel. Mais la contre-analyse de février 2019 a révélé les mêmes dysfonctionnements et la préfecture a fait arrêter aussitôt la chaudière bois qui est remplacée depuis uniquement par la chaudière gaz. Il y a un arrêté préfectoral qui prévoit un fonctionnement au gaz uniquement pour 3 ans, jusqu'à fin 2022. Donc là, cette période de fonctionnement correspond à la période de fermeture de la chaudière bois remplacée par du gaz.
pour ne pas avoir de surtaxe au niveau TVA, Cofeli Engie s'est engagé à fournir du gaz au moins à 50% en biogaz, puisqu'il y avait un contrat qui était lié aussi à la fourniture d'énergie renouvelable. Actuellement, nous avons commencé à contacter l'ADEME et l'association Elle, qui est l'association qui avait fait la préétude pour cette chaudière bois, pour retravailler sur la possibilité de réhabilitation et de remise en fonctionnement de la chaudière, sachant qu'il y a énormément de chaudières bois qui fonctionnent et qui n'ont pas du tout d'émanation de dioxyde ni de furane, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Donc voilà, nous en sommes à travailler sur cela. Nous allons contacter Engie Cofeli, mais qui avait déjà été contacté par l'ADEME et l'association Elle précédemment, lors du précédent mandat. Nous souhaitons essayer de donner une suite positive à ce dossier, mais voilà, nous avons commencé le travail. Maintenant, nous vous informerons au fur et à mesure de l'état des lieux. Pour l'instant, pour ce bordereau, voilà, il est question de ce qui s'est passé jusqu'en juin 2019, donc avant notre mandat. Je vous propose, il me semble qu'il y a un vote. Ou c'est juste une information? C'est juste une information. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse l'information suivante en début d'année sur ce qui s'est passé l'année suivante, quoi. Voilà. On est un peu en retard sur les... Vous allez voir sur les bordereaux suivants aussi, on passe un peu des rapports d'activité un peu antérieurs, donc on va se remettre à jour pour pouvoir passer les bordereaux plus récents. Est-ce qu'il y a des questions? Et non. Donc je vous propose de passer au bordereau suivant puisqu'il n'y a pas de vote en fait. Le bordereau suivant est sur le renouvellement d'une convention de mise à disposition d'un emplacement pour la société Infracos. Il est présenté par Marie Dubois. Oui, alors la société Infracos appartient au groupe Bouygues Télécom et SFR. C'est avec elle que les territoires conventionnent pour la mise à disposition d'emplacements pour y installer des stations radioélectriques. Aujourd'hui, il est question de renouveler la convention de 2006 entre la Ville d'Auray et la société Infracos pour une durée de 12 ans, renouvelable par période de 6 ans. Cette convention précise que la Ville met à disposition environ 12 mètres carrés situés à Parkenscope afin d'y installer les armoires électriques avec des branchements et des raccordements qui peuvent aller jusqu'au sommet du château d'eau. La redevance annuelle à la charge d'Infracos est de 2 800 € net, indexée de 1% à compter de la date d'anniversaire de la présente convention. La commission travaux a émis un avis favorable le 29 septembre 2020 et le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition d'un emplacement au profit de la société Infracos sur la passerelle cadastrée AD 237. Y a-t-il des questions? Nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour ce vote à l'unanimité. Le bordereau suivant, donc le numéro 18, est le rapport GRDF, rapport annuel de 2018. Donc effectivement, les rapports n'ont pas été passés en 2019 et début 2020, donc nous allons passer toute une série de rapports de 2018. Là. Donc voilà, je continue sur ce bordereau-là. Effectivement, rapport d'activité 2018, ça date un peu. Donc depuis mars 1992, un contrat de concession sous forme de DSP est signé par la ville au profit de GRDF pour une durée de 30 ans. L'article L 1411 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales demande aux délégataires de produire chaque année un rapport, et c'est celui-ci que vous avez pu viser et qui fait environ une quarantaine de pages. Alors, ce que l'on apprend sur ce rapport, plusieurs éléments, je peux en rappeler quelques-uns rapidement.
Par exemple, vous dire qu'il y a plus de 4000 points de livraison gaz de ville, soit par rapport à 2017 une augmentation de 3%. Il y a une consommation de gaz qui équivaut à 63 mégawattheures, soit une augmentation de 1,6% par rapport à 2017. Il existe un peu plus de 67 km de canalisation, c'est 400 mètres de plus qu'en 2017. Des travaux de développement ont eu lieu dans différentes rues, telles que Charles de Blois, Francis Le Hellec, Abbé Joseph Martin. Il y a eu aussi des travaux d'adaptation et de modernisation rue Louis Billet pour 205 mètres de longueur de canalisation. Et la société a recensé une centaine d'appels de tiers pour de la sécurité et du dépannage. Voilà. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public versée à la commune s'élève à 7 652 €. Et pour finir, il parle du déploiement des compteurs Gaspard, donc qui sont prévus pour être déployés entre 2020 et 2022. En fait, certains sont déjà posés depuis avril 2018, suite à des pannes, des nouveaux branchements. Ça a été les compteurs Gaspard directement qui ont été mis. Soit aujourd'hui 627 compteurs Gaspard installés sur Auray. Donc, vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux du 10 mars 2020, le Conseil municipal est invité à prendre acte des informations présentées ci-dessus. Je vous remercie de votre écoute. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des interventions ? Merci. Alors, nous allons passer au point 19, qui est aussi une information sur le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Toujours un rapport d'activité qui date un peu, c'est de 2018. Je ne sais pas si on peut vous projeter quelques diapositives sur la synthèse. Alors, je vous fournirai la synthèse que m'a envoyée le PNR, le parc naturel régional. La synthèse est plus facile à lire, plus digeste que celle que le rapport qu'on a ici. Et ça va permettre de voir en fait quelques diapositives sur ce que propose le PNR ou ce qu'il a fait en 2018. Sachant que en fait, ce sont des programmes d'action triennaux. Donc là, le programme d'action triennal était sur 2018-2020. Donc vous avez pu lire les 8 orientations principales, mais là, on devrait pouvoir avoir... alors, je ne sais pas si ça va être très visible. C'est petit. On va regarder si on passe les premières pages. Donc, l'essentiel du parc 2018. Donc, après celle-ci, on va avoir des pages peut-être un peu plus... alors, je voulais vous montrer celle-là, les actions phares. Je ne sais pas si... Je pense que ça ne va pas être très lisible, du coup. Vous voyez les actions phares. Donc, il y a du travail sur la végétation arborée, le renouveau de la végétation arborée, un guide méthodologique sur le potentiel foncier, les aires marines éducatives qui ont commencé au départ sur une première école, je crois que c'est sur l'île d'Ars, et qui s'est généralisée à d'autres communes comme Pluneret, comme voilà. Et donc, ce sont des choses intéressantes. La marque Valeur Parc qui est proposée aux entreprises. Le séminaire Cactus sur des fiches actions par rapport au changement climatique et au risque de montée des eaux. Le territoire à énergie positive et croissance verte. Donc la fête du parc a lieu tous les ans. La contribution au schéma de mise en valeur de la mer, le SMVM, qui est réactualisé régulièrement. Et l'Atlas de la biodiversité communale. Alors peut-être qu'on peut en parler, en dire 2 mots. On nous a proposé de nous engager sur cette action. Ça a été validé par le groupe majoritaire. Et donc nous allons nous engager sur un atlas de la biodiversité de la commune d'Auray, avec l'aide du parc, et c'est subventionné par la région, par différents financeurs publics,
Donc nous y reviendrons au moment de signer la convention. Mais voilà, nous avons commencé à nous engager sur quelques actions. Et là, il y a des formations en ce moment. Je crois que Marie a suivi une formation récemment. Non, c'est Françoise qui a été à une formation sur les problèmes de montée des eaux et les risques sur le trait de côte. Et demain, il y a une nouvelle formation sur la gestion arborée des communes. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Alors après, si vous passez les pages suivantes, on va avoir une page avec un petit peu la synthèse de tout le programme. Voilà, ici, vous avez les orientations qui ont été définies. Préserver, améliorer la biodiversité, préserver l'eau. De l'autre côté, assurer un aménagement durable du golfe, une gestion économe de l'espace. Donc, valoriser la qualité des paysages, promouvoir un développement économique respectueux des équilibres, une contribution à la préservation et la valorisation aussi du patrimoine culturel, et puis développer l'école du parc, donc avec des actions effectivement vers différents publics, les enfants, les écoles, voilà, etc. Voilà, je ne sais pas si... Cette synthèse-là, qui est plus facile à lire, on vous la fournira et on pourra la mettre aussi sur le site de la mairie. C'est quand même plus facile à digérer que l'ensemble du rapport annuel, quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc, bordereau suivant, c'est le bordereau sur Morbihan Énergie. C'est aussi le rapport d'activité annuel pour 2018. Et c'est Julien Bastide qui vous le présente. Oui, puisque c'est moi qui le présente à la place de Charlotte Normand. Charlotte et moi sommes tous les deux délégués à Morbihan Énergie pour la commune. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau électrique est une propriété communale. Mais dans le Morbihan, les communes ont fait le choix de transférer cette propriété à une structure commune, qui est donc Morbihan Énergie, et qui se trouve de fait propriétaire du réseau de distribution d'électricité, à savoir 24 000 km de lignes électriques. Par ailleurs, Morbihan Énergie se définit comme un bureau d'études à disposition des collectivités pour mener leurs projets en matière d'énergie. Alors, ça va de travaux sur les infrastructures, et d'ailleurs en 2018, c'est ce qui a été fait à Auray, il y a eu des travaux d'effacement de réseau et de modification de l'éclairage public au carrefour Billet-du-Nant et des travaux de modification de l'éclairage public rue Auguste Lahoule. Voilà ce qui a été fait en 2018 par Morbihan Énergie pour Auray. Mais ils peuvent également réaliser, installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, ils ont mis en place des groupements d'achat d'énergie, ils peuvent réaliser des projets d'éclairage patrimoniaux, notamment sur des monuments, ou encore des projets plus complexes ou innovants. Alors le gros projet du moment pour Morbihan Énergie, ce sont les projets liés à l'hydrogène, puisque c'est actuellement le moyen le plus performant pour stocker, entre guillemets, de l'électricité, en la convertissant en hydrogène par le processus d'électrolyse. Autre projet potentiellement intéressant de Morbihan Énergie et qui peut donc nous intéresser à l'avenir, c'est le projet de mise en place d'un data center, c'est-à-dire d'un centre d'hébergement de données informatiques, un data center public. Voilà. Donc, je vous invite à lire ce rapport d'activité, qui est très bien fait, qui est très clair. Voilà, c'est juste une information. Est-ce qu'il y a des questions sur Morbihan Énergie? Dans ce cas, on peut passer au point suivant. Donc, le point suivant, c'est le rapport d'activité, cette fois-ci, du syndicat Eau du Morbihan. Alors, c'est celui de 2018 encore. Donc du coup, je ne vous ai pas redétaillé tout. Je pense qu'on le fera plus sur celui de 2019 et de 2020, qui seront plus intéressants parce que plus d'actualité. Je vous redonne juste quelques chiffres quand même. La production d'eau potable, c'est 27 millions de mètres cubes, complétés par des imports extérieurs. On est en interconnexion avec tous les réseaux à l'ouest, à l'est, au nord, donc Blavet, Vilaine, etc. Il y a 16 unités de production à partir de l'eau de surface qui fournissent 75% de l'eau produite, dont la retenue de Tréauret, dont nous dépendons.
il y a 40 stations de traitement d'eau souterraine, donc qui, elles, ne fournissent qu'en gros un quart de l'eau produite. Donc la grosse majorité de l'eau produite en Bretagne, de toute façon, c'est sur les eaux de surface. Ce qui fait qu'on a aussi un impact direct de la pollution. À la moindre pollution, qu'elle soit par un produit, un pesticide, un produit sanitaire ou autre chose, dès que ça coule dans les eaux de surface, on a un risque d'impact, nous, sur notre eau de consommation. Donc c'est pour ça que ça a préservé. 14 unités de production d'eau de surface qui produisent en gros les 3/4, 56 réservoirs de tête, 4 stations de reprise, 270 km de canalisation, donc c'est quand même très important. Il y a eu la construction de la nouvelle unité de production à Tréauret, qui s'appelle Tréauret 2, sur la commune de Sainte-Anne-d'Auray, et qui alimentera entre autres Auray et la plupart des communes d'Acta d'ailleurs. Il y a aussi un peu de transport d'eau, mais assez peu. La plupart du transport d'eau n'est pas dévolu pour nous à Haut-du-Morbihan. Ils font juste les transports sur les interconnexions. Globalement, nous avons, c'est passé donc au niveau d'Acta le 23 février dernier, un marché de transport pour aller après jusqu'aux particuliers, qui ne dépend pas de Haut-du-Morbihan. Voilà. Donc, c'est juste une information. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Bien, je vous remercie. On va passer au dernier bordereau avant les questions diverses. Donc, le dernier bordereau présenté par Jean-François Guillemet sur l'état d'urgence climatique. Oui, alors il s'agit d'un vœu. Donc, ce vœu est lié à la nécessité de lutter localement contre le réchauffement climatique. Notre environnement nous envoie des signaux de plus en plus forts et il n'est pas question de détourner le regard. Nous avons été notamment interpellés par des collectifs citoyens et par des collectifs de jeunes sur ce sujet. Et les rapports scientifiques, notamment du GIEC, nous interpellent aussi sur cette problématique. Il faut donc repenser nos politiques publiques, passées, présentes et futures. Ainsi, tous les projets devront être examinés à la lueur de leur impact sur le changement climatique. En effet, on a pour habitude, pour chaque projet, de voir l'équilibre budgétaire ou la faisabilité budgétaire d'un projet municipal. Ils devront désormais tous être examinés aussi au vu de leur impact sur le climat. Donc voilà, nous appelons du coup l'ensemble du conseil municipal à appeler ce vœu d'urgence climatique pour la ville d'Auray. Donc, ce type de vœu a déjà été fait par d'autres municipalités en France et en Europe. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce vœu? Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'urgence climatique et l'urgence sociale, qui sont d'ailleurs liées, c'est deux thèmes qui ont été aussi à la base de notre programme pendant notre campagne et pour le mandat qui vient, en particulier tout un travail sur la résilience et devenir un territoire autonome au niveau alimentaire et la résilience aussi du territoire au niveau énergétique, qui sont deux choses très importantes de notre programme. Voilà. On va peut-être passer au vote alors. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Alors avant de passer aux questions diverses des groupes de la minorité, nous souhaitions intervenir sur la question d'actualité au niveau du Bosséno, donc du foyer logement, pour le problème de cas Covid qui ont été déclarés. Je vais vous redonner le début de l'historique et puis je laisserai Adeline Fernandez compléter sur les mesures prises. Donc le lundi 10 novembre, suite à une personne symptomatique et puis une autre qui n'était pas du tout symptomatique mais à une visite chez le médecin plus de routine, 2 tests ont été proposés et réalisés sur 2 personnes du Bosséno 1. Donc il y a 2 bâtiments au Bosséno, le 1 et le 2. Et le mardi 10, donc ça c'était le lundi 9, le mardi 10, nous avons appris que les 2 personnes étaient positives. Donc l'ARS a été contactée aussitôt, des mesures ont été prises. Le mercredi 11 étant férié, on n'a pas pu se réunir avec l'ARS et le CHBA, mais nous les avons vus dès le jeudi 12.
sachant que vu que c'est un foyer logement qui n'a aucune médicalisation prévue, l'ARS et le CHBA ont pris en charge aussitôt des mesures de mise en place de médicalisation, puisque les premiers jours, dès que quelqu'un avait des symptômes, par peur de ne pas pouvoir assumer, surtout la nuit, une dégradation de l'état physique des personnes, elles ont été systématiquement envoyées au CHBA, qui est d'ailleurs en fait le GHBA, Groupement Hospitalier Bretagne-Atlantique, qui, voyant arriver 1, 2, 3, 4, 5 personnes, s'est dit non, on ne va pas pouvoir en recevoir trop. Donc, on a commencé à se poser cette question de médicalisation et en parallèle, l'ARS a programmé un dépistage systématique de tous les résidents et tous les personnels travaillant au Boceno. Alors, on espérait le faire, donc le choix a été fait dès le jeudi, on espérait le faire le vendredi, mais il y avait déjà beaucoup de tests programmés. Ça a dû être repoussé au lundi suivant, donc le lundi 16. Et ce dépistage systématique, les résultats ont été donnés le mardi, donc le lendemain, et on avait 45 résidents positifs donc, au Covid et 7 agents. Quasiment toutes les personnes positives au niveau des résidents étaient situées dans le bâtiment 1 et très peu dans le bâtiment 2. Donc on a fait le choix avec l'ARS et le GHBA de les regrouper dans le même bâtiment, donc toutes dans le Boceno 1, pour ne pas avoir des gens positifs au contact des gens négatifs du Boceno 2. Et donc aussi, sur les agents concernés, les 7 agents, 5 étaient en arrêt maladie et 2 asymptomatiques pouvaient continuer à travailler, souhaitaient continuer à travailler, ce qui est autorisé en milieu hospitalier ou en médico-social pour éviter les manques de personnel. Et donc, ces 2 agents ont été mis sur le bâtiment 1 où il y avait tous les cas positifs, pour ne pas faire prendre de risques aux cas négatifs du Boceno 2. Alors, je vais peut-être laisser Adeline poursuivre sur la médicalisation qui a été mise en place après sur le bâtiment et sur les 2 bâtiments. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'était qu'effectivement, c'est une résidence autonomique. On n'avait ni les moyens matériels et les ressources humaines pour pouvoir assurer le suivi de la santé des résidents. Donc on a fait différentes réunions suite au 2e test. Donc avec l'ARS, il a été décidé de médicaliser de façon quand même globale toute la résidence. Il y a donc eu un médecin coordinateur de nommé et une infirmière coordinatrice également via le soutien du CTPS. Ce qui a permis en fait qu'il y ait des personnels soignants nuit et jour, 24 heures sur 24 auprès des résidents. Il y a également eu du coup un appel fait auprès de l'appel médical pour assurer la présence d'aides-soignantes nuit et jour également. Ce qu'on a fait également, c'est qu'il y a eu des infirmiers hygiénistes qui sont venus sur place afin de s'assurer des protocoles sanitaires et de former les agents du Boceno, afin de s'assurer vraiment que tout le suivi médical serait possible sur place. Je continue sur le 2e test. Donc actuellement, tous ces protocoles de soins et de santé sont encore en cours aujourd'hui. Alors, on a aussi prévu du coup, au niveau de l'ARS et de la gériatre du GHBA, du matériel à la fois de perfusion au cas où il y aurait besoin, d'oxygénation au cas où il y aurait besoin et des médicaments complémentaires. Donc seules 2 personnes ont eu besoin de périodes d'oxygénation, mais la plupart des résidents sont fort heureusement asymptomatiques. Donc maintenant, à partir du 11 novembre, les personnes ont été en isolement strict dans leur chambre, donc avec quasiment aucun contact avec l'extérieur, si ce n'est le personnel soignant ou la prise des repas dans les chambres, donc le fait d'amener les plateaux dans les chambres par du personnel du Boceno. Donc ça fait maintenant exactement 2 semaines que les personnes sont en isolement. Les moments de décompensation sur les cas de Covid sont entre en général J+7 et J+10, ça peut aller jusqu'à J+14. Normalement, là, on a passé la période de risque de décompensation chez les personnes positives actuellement. Et donc, vu que sur le test, il y a eu 45 personnes positives, mais qu'il y avait toujours plus de 40 personnes négatives, un 2e test était envisagé une semaine plus tard et a eu lieu lundi dernier.
Et donc, suite à ce test, donc sur les personnes positives, il a révélé donc une seule nouvelle contamination. Sur les personnes négatives, par contre, pardon. Du coup, une seule nouvelle contamination positive, donc sur le bâtiment 2. Donc cette personne qui était déjà quelqu'un de fragilisé va être hospitalisée de façon à ce que dans ce bâtiment, il n'y ait que des personnes qui à ce jour soient négatives pour éviter en fait qu'il y ait une circulation du virus entre les deux bâtiments. Alors, c'est pareil, les personnels ont été bien séparés. Celles qui interviennent dans le bâtiment 1 n'interviennent pas dans le bâtiment 2 réciproquement, pour ne pas prendre de risque de transfert de virus de l'un à l'autre. Et là aussi, un agent du bâtiment 2 a été déclaré positif. Donc du coup, comme on a eu encore 2 personnes positives sur les tests de lundi dernier, de nouveaux tests sur les personnes négatives seront faits lundi prochain. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est positive, elle va rester positive pendant sans doute plusieurs semaines, donc il n'y a pas de nouveaux tests de fait sur les personnes positives. Par contre, sur les personnes négatives, pour vérifier le développement de la contamination ou pas, toutes les semaines, on refait un test sur les personnes négatives pour vérifier l'état des lieux, quoi. C'est ça. Et du coup, comme il va y avoir un 3e test, donc il y a une réunion encore ce midi avec donc le personnel hospitalier, l'ARS et puis donc les équipes de la résidence autonomie. Les recommandations actuelles sont de maintenir en fait le niveau de médicalisation et de ne pas revenir, en tout cas sur la semaine à venir, sur les protocoles qui ont été mis en place. À l'issue du 3e test, voilà, si ça continue à évoluer dans ce sens-là, des allègements au niveau des protocoles pourront être assurés. Je continue. Par rapport aussi donc au bien-être des résidents qui sont quand même donc en isolement total depuis le 12 novembre, nous avons décidé donc de mettre en place différentes choses qui vont permettre de faire en sorte qu'ils vivent mieux ce confinement, notamment donc avec l'appui du service culturel pour essayer de proposer des animations en extérieur visibles des fenêtres et des balcons. Donc ça peut être des petits spectacles et des choses comme ça. Il y a également donc des animations qui seront prévues par des animatrices du Bosséno, donc qui peuvent se faire dans les couloirs. C'est vraiment pour rompre l'isolement. Par ailleurs, après un échange avec le docteur Renvoisier, qui est donc le médecin gériatre qui suit actuellement le Bosséno, il est peut-être possible que les résidents du B1, donc où ils sont quasiment tous positifs, puissent basculer d'un appartement à un autre en respectant également un protocole sanitaire très strict. Mais étant donné qu'ils sont tous positifs dans ce bâtiment, ils vont pouvoir... donc c'est le B1, pardon, je me suis trompée, j'ai dit le B2. Donc le Bosséno 1, il va peut-être pouvoir y avoir possibilité de déplacement à l'intérieur du bâtiment. En fait, il faut que les gens ne perdent pas l'habitude de se déplacer, de marcher, de faire un minimum d'exercice. Et puis là, je crois que l'isolement est très dur à vivre. Et donc, le fait de pouvoir se voir, c'est des gens qui étaient habitués en fait, à prendre le café ensemble, prendre le goûter ensemble, jouer ensemble. Donc, comme de toute façon, ils sont positifs, voilà, on est en train de voir avec les médecins qui interviennent s'il va pouvoir y avoir une reprise de contact entre personnes positives, quoi. Alors, on a malheureusement à déplorer 2 décès à l'hôpital, en fait, sur les premiers cas hospitalisés. Un décès samedi dernier et un lundi soir. Il reste 4 personnes hospitalisées, je crois. C'est les personnes qu'on avait envoyées dès le départ. En fait, on pense que sans doute que ces moments, enfin les personnes qui ont déclaré des symptômes devaient déjà être contaminées depuis peut-être plus longtemps et les symptômes qui ont été déclarés en tout début du moment où on s'est aperçu du souci, c'était déjà sans doute, le virus était déjà sans doute installé depuis quelque temps. Et donc là, a priori, vu qu'il n'y a pas eu du tout d'aggravation de symptômes ni de mise en place de symptômes chez les résidents actuels, on peut penser que voilà, c'est en fin de période de contamination pour le Bosséno 1, quoi.
Et donc, suite à ça, on a également échangé donc, avec Madame Nicolas du CHBS et puis le docteur Amboisier pour mettre en place une cellule, entre guillemets, psychologique, comme ils ont l'habitude de le faire dans ces situations-là, de façon à ce qu'il y ait un soutien et puis un espace de parole pour les résidents et également les agents du Beau-Sénat. Oui, Monsieur Guyot. Dans la mesure où ces personnes ne voient plus leur famille depuis pas mal de temps, ils doivent être en souffrance sentimentale assez forte. Est-ce qu'il serait possible d'envisager un service de visioconférence pour qu'ils puissent discuter avec leurs petits-enfants, leurs enfants? Parce que, bon, moi, dans mon cas, par exemple, ma mère a été hospitalisée à une époque et c'était faisable. C'est quelque chose qui apporte du réconfort. Je sais que ce n'est pas toujours facile à organiser, mais ça pourrait peut-être être envisageable. Oui, alors du coup, dès le départ, par contre, on a mis tout de suite en place une permanence téléphonique pour que les familles puissent contacter leurs aînés à n'importe quel moment de la journée. Donc il y a une personne du Beau-Sénat qui connaissait très bien donc tous les résidents, qui a été attitré quasiment que à ça. Et effectivement, la question de la visio a été évoquée lundi soir d'ailleurs au conseil d'administration du CCAS. Il y aura certainement des tablettes disponibles, je crois, notamment au service culturel. C'est la question de former les personnes, puisqu'elles ont un certain âge, pour qu'elles puissent les utiliser. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on va essayer d'explorer le plus rapidement possible, et surtout si jamais au niveau du 3e test, il y avait encore des cas positifs qui nécessiteraient de prolonger cette situation. Il y a déjà des contacts avec les familles par WhatsApp, mais c'est vrai que comme tout le monde n'est pas habitué, c'est pas encore systématique, mais ça va s'améliorer normalement dans les jours qui viennent. Il y a aussi beaucoup de contacts téléphoniques avec les familles. Oui. Ça, elle avait demandé la parole. Oui, et puis, en fait, vous avez anticipé un peu ma question, c'était la question diverse. Donc vous avez répondu en partie sur la situation actuelle, mais je m'étonnais quand même de l'avoir appris par la presse. Je trouve ça un peu dommage puisque la situation perdure visiblement depuis le 9 ou le 10. Il aurait été intéressant que vous communiquiez au conseil municipal ces informations qui sont graves et qui sont liées à la ville et au CCAS. Ma première question, c'était donc un état de la situation, parce qu'il s'agit quand même de décès visiblement, et puis de 45 résidents, je crois, et 7 personnels de la mairie. Donc c'est quand même pas neutre. Et donc ma première question, c'était l'état de situation. Donc vous y avez répondu. La deuxième qui dépend un peu de cet état de situation, c'est comment on a pu en arriver là, quels étaient les protocoles, premièrement, en place, parce que c'est quand même la moitié de la résidence autonomique est contaminée, plus une partie du personnel, la moitié aussi. La deuxième, donc, c'était pourquoi on n'a pas été informé. Et la troisième, c'était donc une demande que je souhaitais vous faire, c'est de faire, si elle n'a pas été faite, mais je pense que ça a été fait, une enquête pour savoir qu'est-ce qui a pu mener à cette situation-là, qui est quelque part une sorte de dysfonctionnement avec des conséquences graves. Parce que je suppose que les familles des résidents, premièrement, les résidents eux-mêmes, les personnels ont besoin de réponses par rapport à ça, et qu'il ne faudra pas reproduire, si tant est que le Covid continue, qu'il ne faudra pas reproduire cela, donc avoir des protocoles stricts, et beaucoup plus stricts, parce que si je comprends bien, les gens sont encore positifs, et donc toujours en... Non, en fait, c'est pas parce qu'on est positif qu'on est contagieux. Non, mais ce n'est pas la question, mais on ne va pas faire le débat médical, mais aujourd'hui, 45 résidents, c'est quand même important et grave. Alors, donc, par rapport à la communication, on a déjà mis la priorité sur la communication famille, de façon à ce que les familles soient informées le plus rapidement et de la façon le plus transparente sur tout ce qui se passait au sein du Beau-Sénat. On les a informés très vite, ils ont reçu au moins 3 mails, on a envoyé un courrier et puis cette permanence téléphonique-là qui évoquait le nombre de cas, la situation dans chaque bâtiment,
les protocoles médicaux, etc., mis en place. Et concernant donc la communication, en fait, quand il se passe quelque chose comme ceci, nous, on a suivi en fait tout simplement les conseils de l'ARS avec le docteur Ramboisier, qui nous a donc fait part de son expérience. Et donc, on a consulté également les agents du Bosséno. On a travaillé vraiment de façon très collégiale au niveau de tous les sujets, que ce soit au niveau des fournitures médicales, et ça allait jusqu'à la communication, jusqu'au plan de communication. Et du coup, suite au conseil de l'ARS et du docteur gériatrique, ils nous ont fortement conseillé d'éviter de communiquer dans les premiers temps sur ce qui se passait au sein du Bosséno, tout simplement puisque les informations ne pouvaient être parues dans la presse en décalage par rapport à ce qui se passait réellement et que ça pouvait alerter les familles, ce qui allait nécessiter en fait de mettre à disposition éventuellement des agents, de mobiliser des personnes sur ce sujet alors qu'on était déjà en pleine réorganisation au sein même du Bosséno. Donc par rapport à ça, on a suivi leurs conseils. Les agents nous ont également demandé dès le départ notre soutien, alors le nôtre, mais celui de toute la municipalité. De façon, ils nous ont expliqué très clairement que dans ce genre de situation, il y avait beaucoup d'échelons. Ça allait effectivement des personnes qui assuraient de l'entretien jusqu'à, entre guillemets, Madame le maire, même si on peut le prendre dans les deux sens, et qu'il fallait qu'il y ait un soutien et puis une collaboration sans faille, car s'il y avait un des échelons qui venait, entre guillemets, à dérailler, ça pouvait engendrer des très grosses complications au niveau de la situation. Et ils nous ont donc demandé, par rapport à la communication, d'être très vigilants sur les informations qui pouvaient être communiquées. Donc on a tout simplement pris ces décisions de façon collégiale avec les agents, avec l'ARS, et puis avec les différents responsables médecins et infirmières. Par contre, l'information que vous avez eue à partir de lundi, oui c'est ça, lundi, avait été vu en amont donc avec nous. On était en accord pour que ça paraisse dans la presse lundi, sachant qu'on avait le conseil d'administration du CCAS le soir qui allait nous permettre de donner plus d'informations à un certain nombre d'élus et de partenaires. Et on savait également qu'on vous verra ce soir suite au deuxième test avec des informations et des résultats beaucoup plus précis. Donc voilà, c'est le choix qu'on a suivi. Sachant aussi qu'on a prévenu les minorités présentes samedi, dont vous ne faisiez pas partie, effectivement, de l'état actuel. Et nous avons pu échanger samedi matin à ce sujet aussi, avant d'en informer la presse ce week-end et lundi, quoi. C'est pas très grave, ça c'est pas le plus important dans le débat, mais en fait la question c'est comment on en est arrivé à cette situation. En fait, et c'est ça qu'on doit aux familles en termes d'information, à nous éventuellement, parce que c'est un dysfonctionnement d'un service, mais est-ce qu'une enquête est diligentée sur la cause de cette... comment dit-on En fait, on a énormément travaillé là-dessus, donc on est en contact quasiment quotidien avec la médecin gériatre. On a eu énormément de contacts avec l'ARS. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans les bâtiments, effectivement, sur un foyer logement, nous, on ne maîtrise pas tout non plus. C'est-à-dire que les personnes étaient autorisées à se voir entre elles. Elles ne mettent pas forcément leur masque quand elles prennent un café entre elles. On sait que c'est les moments sans masque, donc les moments de repas, les moments de convivialité qui sont malheureusement à l'origine de contamination. Et là, on pense qu'on s'est aperçu très tardivement de la contamination et que le virus devait être présent dans les bâtiments depuis plusieurs semaines pour qu'il y ait une telle contamination, sachant que les contaminations sont quasiment exclusivement dans le Bosséno 1. Il y a 43 personnes sur 46 de positifs dans le bâtiment 1. Donc c'est effectivement dans ce bâtiment où il y a aussi beaucoup plus de convivialité, de gens qui se reçoivent les uns chez les autres, puisque c'est un bâtiment autonomie, donc les gens ont leur logement et ont le droit de se recevoir les uns effectivement chez les autres et de jouer aux cartes ensemble. Voilà. Nous ne maîtrisons pas cette partie-là, contrairement à des bâtiments plus médicalisés où les gens se déplacent beaucoup moins. Donc ce que nous a dit en fait l'ARS et la gériatre de l'hôpital, c'est qu'on ne saurait jamais d'où est venu le virus, qui l'a introduit, comment ça s'est passé, mais que effectivement
quand il y a des gens qui passent comme ça d'un endroit à l'autre, ça circule très très vite. Les repas étaient pris en commun? Ils n'étaient pas confinés dans leur chambre? Eh bien, ça a dû se passer au début, lorsque les repas étaient encore en commun. Et ils sont restés effectivement en commun peut-être un peu trop longtemps, peut-être aussi. Il y a des discussions là-dessus, il y a des réflexions là-dessus, mais en tout cas, de toute façon, c'est extrêmement compliqué de savoir qui introduit un virus dans un bâtiment. C'est la dispersion qui est inquiétante, de se dire que... Et vous dire, Monsieur Lassalle, que ce qui est important et ce que moi j'apprécie dans cette malheureuse affaire, c'est que la réactivité. Et moi, j'ai été impressionnée de la réactivité de Madame le maire, de son équipe, des adjoints et des services, du personnel, des médecins, et c'est ça le plus important. Voilà. Mais on ne va pas refaire le débat. Non, mais il n'y a pas de débat. En fait, il faut avancer pour essayer de corriger les problématiques. Oui. Parce que la situation, elle est grave. Hein. Vous pouvez vous satisfaire de ce que vous venez de dire, mais il y a 2 décès quand même. Hein. Donc, moi, je ne vais pas continuer le ping-pong parce que ça lasse tout le monde. Mais voilà, on a entendu et c'est bien. Je crois que Madame Naël voulait intervenir. J'ai des informations. Alors juste d'un point de vue humain, moi j'aurais bien aimé savoir dans quel état d'esprit, moral et psychologique se trouvent les résidents actuellement, puisqu'ils sont isolés d'une part, mais ils sont isolés avec, pour eux, la maladie, quoi. Le fait d'être positif, est-ce que ça a créé de l'angoisse chez eux? Et puis aussi pour les résidents qui sont au Boceno 2, qui sont négatifs, mais qui ont peut-être la crainte d'avoir le virus qui est quand même rentré dans le Boceno. Donc dans quel état moral ils se trouvent, puisqu'ils sont isolés de leurs copains au Boceno 1 et puis de leur famille. Alors, je crois que le fait d'être confiné a été un choc moins important que la première fois où personne s'y attendait. Là, quand on a parlé de confinement, ils voyaient tous de quoi il s'agissait. C'est vrai que je crois que le souci est plus sur des choses comme le fait que, par exemple, comme c'est médicalisé, toutes les nuits dans le Boceno 1, les gens sont réveillés 2 fois pour faire un test de taux d'oxygène, une vérification de l'état. Et ça les perturbe d'être réveillés. Donc là, on a discuté aujourd'hui en réunion téléphonique, il y a eu une discussion à ce sujet-là, pour le fait d'essayer peut-être d'éviter de réveiller systématiquement les résidents pour vérifier le taux d'oxygène dans le sang, parce que finalement, ça perturbe plus. Le fait aussi d'être très isolé les perturbe. 2 semaines, ça fait long. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de remettre en place des choses au niveau des couloirs, de l'animation, des discussions. Alors l'utilisation de tablettes se fait un peu, mais pas encore suffisamment pour communiquer avec les familles. Donc voilà, on va retravailler ça. Et puis c'est vrai qu'au Boceno 1, vu que tout le monde est quasiment contaminé, il va peut-être être possible de se déplacer maintenant dans le bâtiment. Au Boceno 2, on attend le prochain test pour prendre plus de décisions, quoi. Est-ce que vous voulez passer aux questions diverses des minorités? Si vous avez des questions, je crois que Madame Naël, vous souhaitiez intervenir. Ce n'est pas une question, c'est peut-être une petite suggestion, parce qu'on est en crise sanitaire, économique et peut-être crise aussi associative. Il y a des associations qui vont sans doute avoir du mal à se relever. Et on pensait, actuellement, les Restos du Cœur lancent donc leur campagne d'hiver. Ils connaissent un accroissement des bénéficiaires, notamment de jeunes et de jeunes et moins jeunes qui ont perdu leur petit boulot pendant le confinement. Et donc, on se disait, il faut qu'ils continuent à faire face. On en a parlé au conseil d'administration de CCAS lundi. Et on se disait que peut-être la municipalité aurait pu donner un petit coup de pouce avec une aide ou une subvention exceptionnelle en ces temps de lancement de campagne d'hiver pour les Restos du Cœur. Donc, Jean-François. Oui, alors juste... En effet, la question se pose réellement. Juste pour l'instant, ce qui a été fait, on a une série qui a été tournée en fait sur la commune d'Auray jugée coupable. Donc il y avait des droits du sol à payer. Donc plutôt que de les payer à la ville, en fait, on a demandé
à la chaîne de les verser au Resto du Cœur. Donc c'est un don de 1 000 € qui a été fait déjà au Resto du Cœur par ce biais-là. On relaye actuellement via les réseaux de la ville la campagne d'Apporter de Cœur qui, c'est vrai, apporte plus de 20 000 € chaque année. Et là, pour l'instant, essaye de faire une cagnotte tant bien que mal. Donc on essaye d'appuyer en fait ces gestes-là. Et voilà, donc il y a tout Apporter de Cœur qui continue une campagne numérique et artistique pour ceux qui veulent suivre. Sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'au moment du vote des subventions, je pense qu'il faudra s'interroger sur ce sujet. Oui. Et là, je vous rappelle que cette semaine, c'est la campagne de la Banque alimentaire que nous avons essayé aussi de reprendre au niveau des médias et de faire, je ne trouve plus le mot, enfin voilà, de communiquer à ce sujet-là, quoi. Dernière chose aussi, on a beaucoup travaillé avec les commerçants sur la mise en place d'une plateforme. Si Chantal, tu veux dire un mot de la plateforme d'Auray Préférence et de comment on peut la trouver sur les différents sites. Donc toujours pour continuer dans cette aide que l'on veut apporter au commerce de la ville, il y a eu un partenariat assez rapide pour créer une plateforme pour de la vente sur Internet. Cette plateforme s'est faite en une semaine, très rapidement. Elle est financée par Auray Préférence, qui a préféré mettre l'argent qui est destiné aux animations de Noël dans cette plateforme. Donc, ils ont trouvé un webmaster qui a créé cette plateforme. La ville met à disposition tous les locaux du bas, salles d'audience et autres de l'ancien tribunal pour des étudiants qui viennent de Benjamin Franklin, qui sont en 2e année de BTS en négociation et digitalisation de la relation client. Et ils sont 8 et ils vont collecter les informations chez les commerçants. C'est fait par téléphone actuellement pour avoir toutes les informations sur leur commerce. Et ensuite, ils font aussi une formation pour leur apprendre à utiliser les réseaux sociaux, les aider, leur donner en quelque sorte une formation sur Instagram, comment créer une page Facebook et autres. Ce sont des élèves qui sont en stage pendant 5 semaines et il y a eu ces rencontres qui se sont faites et qui ont abouti à cette organisation. Donc nous avons tout ce qui est communication et mise à disposition des locaux en dessous. Et entre-temps, ACTA a été intéressé par notre projet, est en train de se poser des questions. Il y a eu des rencontres et on attend qu'ils en débattent lors du prochain conseil communautaire. Donc la plateforme s'appelle plateforme-Auray Préférence. Non, choisissons local. Oui, et on l'a aussi en... Ah oui, plateforme. Alors en fait, il faut aller sur le site de la ville et puis soutenons le local et puis ensuite on trouve le lien, plateforme Auray Préférence. Et c'est ouvert à tous les commerçants, qu'ils soient adhérents ou pas à Auray Préférence, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est aussi du call and collect, c'est pas que du click and collect, c'est-à-dire c'est pas forcément du paiement en ligne, hein, c'est même plutôt une offre pour choisir en ligne, mais venir retirer sur place et payer sur place. Donc pour les gens qui n'aiment pas payer en ligne, il n'y a aucun souci. Le but est effectivement de garder un contact avec chaque client et d'inviter chaque client à un rendez-vous pour venir retirer son choix d'achat et payer sur place. Actuellement, il y a 110 commerçants qui se sont inscrits déjà. Sachant qu'on a en tout 500 commerces sur Auray, dont 250 fermés. Concrètement, les commerçants qui bénéficient de cette plateforme ont une assistance pour mettre en ligne leur catalogue, enfin, je veux dire, leurs offres. En fait, il y a un accord avec le lycée. Hein. Le lycée nous a sollicité parce que certains de leurs BTS avaient perdu leur stage. Et donc, on leur a proposé de s'associer à la démarche. Et il y a actuellement 8 stagiaires de BTS de 2e année qui ont appelé tous les commerçants pour prendre déjà toutes les coordonnées et prendre déjà un premier contact et rendez-vous avec chaque commerçant. Et chaque commerçant est représenté par la photo de son magasin, la photo du gérant ou de la gérante.
Et après, il y a des liens sur leur page Facebook, sur leur page Instagram, sur leur site. Et ça, c'est réalisé avec l'aide des BTS, s'ils n'arrivent pas à le mettre en place eux-mêmes. Les photos même peuvent être réalisées par les élèves de BTS pour aider à avoir des photos qui soient attrayantes. Donc voilà, l'ensemble est travaillé avec les élèves de BTS, de même que la géolocalisation des commerces est faite aussi sur cette page et avec l'aide des BTS. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a utilisé? Oui, on l'a testé, oui, bien sûr. On l'a présenté aux journaux d'ailleurs il y a une semaine, avec justement un test dans la salle, etc. Oui, pas de souci. Et donc là, l'idée, ce sera de l'ouvrir à toutes les communes d'ACTA, avec peut-être une aide financière effectivement d'ACTA pour pouvoir mettre ça en place sur l'ensemble de la communauté de communes. Alors, je voudrais ajouter, ce n'est pas une plateforme gratuite, puisqu'elle a été payante. Par contre, elle est offerte à tous les commerçants. Ça ne coûte rien aux commerçants qui s'inscrivent sur cette plateforme. Monsieur Guyot. Merci. Puisqu'on parle des commerçants, on en est où des bons d'achat? Est-ce que c'est finalement un succès? Et est-ce que vous pensez prolonger un petit peu la durée? Il me semblait que c'était prévu jusqu'en décembre, c'est ça? Est-ce que vous pensez prolonger cette offre? Le but de ces bons d'achat, c'était d'aider les commerces. Donc de ce côté-là, c'est un total succès. Nous avons des retours. Il y a des commerces qui commencent à nous rapporter leurs factures. Il y a même des commerces qui ont déjà ramené des factures de 2000 €. Donc ils sont extrêmement satisfaits, parce que ce n'est pas fini. Donc eux, ils sont extrêmement satisfaits. Ça a marché. Par contre, il y a eu un bug, vous le savez, dans la distribution, mais elle n'est pas aussi importante. J'ai fait un calcul, ça ne correspondait pas... C'est un pourcentage pas très, très élevé. C'est très embêtant pour les gens qui ont été oubliés, mais on compense, on essaye de rattraper le coup. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se rendent compte qu'ils ne les ont pas reçus viennent et on les reçoit. Voilà. Et on les écoute et on essaye de les soutenir. Enfin, on leur donne les bons. On a recommandé 1200 bons pour essayer de pallier à l'erreur de distribution. Donc, on en distribuera aux personnes qui ne les ont pas eues jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, pour ça, on a un listing et on sait, quand des gens reviennent, si leur nom n'apparaît pas, ils sont bons. Si leur nom apparaît, on discute un peu plus longtemps avec eux. On a fait des listings de contrôle. Pour les bons d'achat, du coup, au niveau de la durée de validité, on l'a étendu jusqu'au 31 décembre. Et donc, ça devrait suffire, vu que les commerces vont réouvrir ce week-end. On a rajouté un mois pour être sûr que tout le monde puisse les utiliser. Voilà. Pas d'autres questions pour ce soir? Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée.